j'ai vu le président Yahi Boni sortir pour dire que Patrice Talon, désormais, il enterrait notre démocratie. Notre démocratie n'existe plus. Et qu'il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus rien. Et il finit en disant qu'il faut prier pour lui, parce que lui, il partait se soigner. Mais vous pensez que les prières vont faire peur à Patrice Talon? Quand vous avez écouté le slammer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Il dit de leur donner les croyances. Parce qu'ils vont tourner autour de ça. Allez-y dans les églises en Occident. Il y a des églises ici en Occident qui sont complètement vides. Mais allez-y dans les églises en Afrique. C'est rempli jusqu'à se déborder. La formation, l'éducation, l'instruction, le niveau de conscience, c'est accentué chez eux. Nous, quand vous regardez, vous observez le comportement de Patrice Talon. Pourquoi je dis que c'est un homme inculte? Parce que s'il a l'ambition, il a l'ambition de se porter en triomphe, comme il a dit de façon démagogique. Il fait tout ce qu'il faut. Il fait le contraire de tout ce qu'il faut faire, en fait. Quand vous élevez le niveau d'éducation, vous réglez les problèmes de l'existence des populations déjà à plus de 50%. Je sais pas, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux une fois, un politicien qui a fini sa campagne dans son village. Il venait de se faire élire, je sais pas quoi, et puis on l'a nommé ministre. Et ses parents qui ont rempli les urnes, ont volé pour qu'il devienne ministre, autre là. Il les reçoit et puis il dit, mais toi là, j'aurais bien voulu te nommer mon attaché de cabinet ou mon directeur de cabinet. Mais il le regarde et lui demande, est-ce que tu pourras? Et l'autre répond, oui, je pourrai. Parce que en fait, il le nommera directeur de cabinet ou chef de cabinet, c'est pas parce que le gars est compétent. Il le nommera directeur de cabinet ou chef de cabinet parce que le gars vient de son village. Monsieur Rodriguez, merci pour ce que vous faites, merci pour l'éveil de conscience. Et ensemble, nous allons y arriver. Ensemble, nous allons y arriver. Moi, ma préoccupation, ce qui me taraude beaucoup plus l'esprit, c'est le silence des chefs religieux, le silence de nos chefs traditionnels et en même temps la complicité qui s'organise au sein des chefs religieux où on a simplement un potentiel candidat et on commence déjà par faire des libations, ok, et pour un prétendu béné paisible. Monsieur Rodriguez, vous qui connaissez quelques rouages de la vie politique du Bénin, vous qui connaissez quelques rouages de comment se manifeste la politique béninoise, surtout au moment électoraux, comment peut-on traduire ce silence de ces chefs religieux qui, d'une part, sont invités, ok, à la marina, ou de l'autre part, on organise, ok, des séances où on adoube, on loue l'élu roi pour reprendre encore le flambeau qui lui a été donné. Comment peut-on traduire le silence de ces chefs traditionnels qui, au lieu de penser au peuple, on préfère mettre la ceinture autour de... mettre la ceinture à quelqu'un qui a déjà l'amada politique et l'amada suprême. C'est autant de choses qui me tarautent un peu plus l'esprit, M. Rodriguez. Voilà ma préoccupation. Merci. Les Béninois, quelle que soit leur catégorie aujourd'hui, sont réduits au silence.
Allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Et ils sont réduits au silence. S'ils veulent survivre, il faut qu'ils collaborent avec le pouvoir de la répression. Ça, au moins, vous le savez. Vous savez ça, non? Quand on parle de système nerveux, on a tendance à croire que le système nerveux, ça se situe seulement dans le cerveau. Est-ce que vous savez qu'il y a un pourcentage d'au moins 10% du système nerveux qui se trouve dans les estomacs? Oui, il y a 10% dans l'estomac, il y a, je crois aussi 10% dans le cœur et j'oublie le pourcentage dans l'intestin grêle. Oui, bien sûr. Ok. C'est ça qui fait que certaines personnes ne réfléchissent que par le ventre, l'estomac. Manger. Les gars n'ont plus aucune source de revenus si ce n'est pas le bon vouloir de Patrice Talon. Les gens ont oublié leurs parents qui sont en prison 20 ans. Ils ont commencé à chanter les éloges de Wadaï, qui n'ont jamais vu dans l'arène politique en réalité. D'une autre façon, ils sont tous des otages. C'est la libération qui fera que les uns et les autres viendront pour dire ce qu'ils pensent. Pour l'instant, il y a très peu de gens qui sont au Bénin qui peuvent s'opposer au système sans mettre en péril leur propre vie, sans mettre en danger leur vie. Sinon, les chefs traditionnels, ils ont un rôle à jouer. Un très très grand rôle à jouer. Mais malheureusement, eux aussi subissent les pressions de la même façon que n'importe quel individu. Quand les catholiques, le clergé et autres prennent la parole et puis ils essayent de dire quelque chose qui ne va pas dans l'intérêt de Patrice Talon, ils s'attaquent tout de suite à eux. Bon. Ce que vous avez évoqué soulève une réflexion. C'est celle-ci. Personne n'est à l'abri. Qui que vous soyez, personne n'est à l'abri. Ceux qui pensent qu'ils sont à l'abri, je passe par ce canal pour leur dire qu'ils se trompent. Personne n'est à l'abri. Et qu'il ne faut pas qu'ils pensent que le combat est pour les autres. Le combat, c'est pour eux-mêmes. Vous avez entendu Patrice Talon dire non, que l'esclavage, là, c'est parce que ce sont les Africains qui ont vendu leurs propres parents, c'est pour ça, et ils dédouanaient l'homme blanc, que ce n'est pas l'homme blanc qui a... Vous avez entendu ce discours-là, non? Oui, et on était très furieux. On était tous furieux par rapport à ce discours, en tout cas. Non, mais ne soyez pas furieux parce que Patrice Talon est un culte. Vous savez, vous connaissez les sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme. Non, et attendez, je n'ai pas compris cette partie. Vous dites que le président Patrice Talon serait un culte? Il a un culte. Développez, monsieur, développez. Bon, vous savez, vous connaissez l'expression qui dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? Rabelais, il a dit. Rabelais. Quand Rabelais développait cette théorie, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Pour
répondre à la question que vous m'avez posée là. Il faut répondre à celle que je viens de vous dire. Qu'est-ce que Rabelais voulait dire en disant que science sans conscience, ce n'était que ruine de l'âme? On peut simplement comprendre par la culture, parce que la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié. Et quand on oublie ce qu'on est, on oublie totalement sa propre culture. Vous pensez que Patrice Talon pense encore qu'il est un être humain? Il ne pense pas qu'il est un être humain. Il pense qu'il est un dieu. Et quand vous le voyez parler, il vous a jamais développé une théorie philosophique dans quelque chose? Vous n'avez jamais entendu dire ça? Il a développé une théorie sur l'économie, sur la politique. Est-ce que vous avez jamais entendu Patrice Talon dire ça, si ce n'est pas comment il va faire pour prendre le maximum de coton, si ce n'est pas comment il va faire pour mettre à genoux les producteurs de soja, si ce n'est pas comment il va faire pour lever des nouvelles taxes pour appauvrir les gens? C'est sa culture, ça. Monsieur Mathieu Rodriguez, il a quand même développé la notion de souveraineté. Ce n'est pas le verbiage qui fait la notion de souveraineté, mon frère. Vous pensez que Patrice Talon fait du verbiage? Si vous développez la notion de souveraineté, vous pouvez affaiblir votre pays. Est-ce que vous savez que quand vous affaiblissez les citoyens de votre pays, vous affaiblissez le pays? Ça, c'est à vous que je pose cette question. Bien sûr, tout à fait. Comment vous pouvez être souverain et que tout ce que vous faites contribue à affaiblir votre pays? Marguerite Thatcher dit qu'il n'y a pas de nation prospère sans hommes prospères. C'est les hommes prospères en abondance qui créent la prospérité d'une nation. Et c'est la prospérité d'une nation sur le plan économique qui fait la puissance d'un pays. Être souverain n'est rien du tout si vous êtes un mendiant. Ça veut dire... C'est pour ça que... Comment? Ça veut dire que vous célébrez du vivant le président Obasanjo, alors? Si vous ne faites pas quelque chose pour élever le niveau de vie de vos citoyens, pour élever le produit intérieur brut à travers les réalisations économiques et autres là, comment vous pouvez appauvrir tout un pays, vous accaparer de toute l'économie d'un pays et devenir le seul qui possède comment on appelle, l'outil de production, s'il y en a encore un outil de production, tout ce qui est spéculatif et tout ça, c'est lui seul, et vous dites de celui-là qu'il est un souverainiste. Monsieur Rodriguez, écoutez-moi bien. Faites attention et distinguez le narratif des actes. Prenez les actes, analysez-les et tirez-en vos propres conclusions. Quand quelqu'un bavarde, ça ne veut rien dire par rapport à ce à quoi il croit. C'est pourquoi vous savez, quand j'ai vu le président Yahi Bonnet sortir pour dire que Patrice Talon, désormais, il enterrait notre démocratie. Notre démocratie n'existe plus. Et qu'il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus rien. Et il finit en disant qu'il faut prier pour lui, parce que lui, il partait se soigner. Mais vous pensez que les prières vont faire peur à Patrice Talon? Quand vous avez écouté le slammer tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit là-dedans? Il dit de leur donner les croyances. Parce qu'ils vont tourner autour de ça. Allez-y dans les églises en Occident. Il y a des églises ici en Occident qui sont complètement vides. Mais allez-y dans les églises en Afrique. C'est rempli jusqu'à se déborder. Quand vous allez en Afrique, vous rentrez dans une rue, il y a des rues au Nigeria, vous trouvez jusqu'à 10, 15, 20 églises. Vous allez parcourir des milliers de kilomètres en Chine avant de rencontrer un seul temple. Et c'est des trucs qui sont dans des coins discrets et autres. Regardez l'Africain. Il va à l'église, il pense que c'est là-bas qu'il doit trouver la solution à ses problèmes d'existence. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas prier, de ne pas croire en Dieu. Je suis un croyant, je suis un homme de foi. Je ne suis pas un religieux, mais je suis un homme de foi. Et je pense qu'il faut travailler, il faut se battre pour que Dieu... Dieu a dit même dans la Bible, fortifie-toi. Pourquoi est-ce
que tout à l'heure, là, j'ai demandé à monsieur Jossou, il faut passer l'audio là pour que vous entendiez ce slammer là, ce poète africain qui a parlé de l'Afrique. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai demandé ça? Je n'avais pas discuté de ça avec lui avant. J'étais même étonné qu'il a réussi à trouver ça vite fait comme ça. Parce que je pense que si nous voulons vraiment faire un travail pour élever le niveau de conscience, l'état d'esprit, c'est très important. C'est la méthodologie, c'est la pédagogie, la répétition, ça contribue à arriver aux objectifs, à atteindre les objectifs. C'est difficile comment on appelle, d'inculper quelque chose à quelqu'un pour que ça rentre en lui et que ça le façonne. C'est pas évident. Et si je suis président de la République du Bénin, vous savez, le premier point sur lequel je vais mettre l'accent, je vais mettre toute ma force. L'éducation. L'éducation. Merci. Et la formation. L'instruction, l'éducation, la formation. C'est trois thèmes qui ne veulent pas dire souvent les mêmes choses. Mais souvent, on a tendance à les confondre. C'est-à-dire que le jour que vous avez changé la qualité de l'éducation et de la formation, l'instruction, vous avez élevé le niveau de compréhension de vos citoyens, vous allez voir que tout le reste va se développer de lui-même. Il y a des gens qui sont, il y a beaucoup aujourd'hui, par exemple, qui sont dans le système de la politique, dans le système des partis politiques, parce qu'ils n'ont pas autre chose, ils ne savent pas faire autre chose de leur vie. Si vous leur demandez, la plupart de ceux qui se battent pour être président et puis ça n'a pas marché ou ça a marché autre là, posez-vous une question simple. Combien parmi eux ont déjà créé quelque chose ils ont monté un truc pour créer 2 emplois? Monsieur, vous voulez dire par là qu'il n'y a que des mendiants politiques dans notre République du Bénin? La majorité des gens qui sont dans l'activité politique, c'est des professionnels de la politique. Alors que tout le monde sait que la politique n'est pas une activité de production. Vous voulez dire que je mens? Que faire de la politique n'a pas augmenté le PIB d'un pays? Monsieur Rodriguez, s'il vous plaît, cette partie-là, je voudrais que vous puissiez reprendre à nos concitoyens, parce que c'est très important, parfois de répéter et d'insister sur un certain nombre de thèmes. Depuis la partie éducation, le jour où je deviens président de la République, je ferai, à partir de ce moment précis de votre intervention, vous pouvez reprendre avec insistance, parce que c'est important pour notre jeunesse. Qui parle là, monsieur qui? C'est Pro Black Univers. Comment? Pro Black Univers. Vous êtes tous des artistes. On dirait que je suis à Hollywood, chacun a un nom d'artiste. Mais vous savez, bon, je vous dis, je le répète. Si vous voulez aider quelqu'un, donnez-lui la capacité d'accroître les moyens de production qui seront ses moyens à lui. Ne lui donnez pas de l'argent tout le temps. J'ai fait l'expérience pendant des années, j'ai remarqué que je n'ai créé que des parasites. Et ça ne peut se faire que dans le volet éducation. Moi, je suis prêt à travailler ensemble avec vous tous, à travailler avec votre plateforme, avec plusieurs autres plateformes, pour que nous mettions ensemble l'accent sur des thématiques. Pour que vous allez voir le miracle que ça peut faire.
Tout à l'heure, on a parlé des Juifs. Allez-y, regardez. Parmi les lauréats des prix Nobel de la paix, la majorité sont des Juifs. Vous vous demandez pourquoi? La formation, l'éducation, l'instruction, le niveau de conscience, c'est accentué chez eux. Nous, quand vous regardez, vous observez le comportement de Patrice Talon. Pourquoi je dis que c'est un homme inculte? Parce que s'il a l'ambition, il a l'ambition de se porter en triomphe, comme il a dit de façon démagogique. Il fait tout ce qu'il faut. Il fait le contraire de tout ce qu'il faut faire, en fait. Quand vous élevez le niveau d'éducation, vous réglez les problèmes de l'existence des populations déjà à plus de 50%. Je vous donne un exemple simple. Pourquoi, dans un pays africain, je prends le cas du Bénin, où les gens meurent de faim, ils sont dans la pauvreté, ils ne mangent pas à leur faim, ils ne peuvent pas se soigner, ils n'ont pas de logement comme il faut, ils ne peuvent pas s'instruire, il y a des besoins qui sont alignés. Et dans le même temps, il y a plus de 70 à 75%, voire 80% qui sont au chômage. C'est incompatible. Pourquoi c'est incompatible? Je vais vous expliquer. Quand vous allez lire Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, il a développé le contrat social, je vais vous le résumer en quelques mots. L'homme est né sur terre. L'homme, l'individu est né sur terre. Quand il vient sur terre, il a les mains nues. Il est nu lui-même. Et qu'est-ce qu'il sent? Tout de suite, le besoin de survie. Il doit vivre. Pour vivre, il faut qu'il se nourrisse. Pour se nourrir, il faut qu'il se nourrisse. Il faut aussi qu'il se couvre. Il faut qu'il se loge. Il faut qu'il puisse se soigner s'il est malade. Il a des besoins. Ces besoins-là, ce sont des besoins de survie. Ce sont des besoins qui ne sont pas contournables. Et pour chacun de ces besoins, l'homme doit produire. Et pour produire, il faut qu'il mette en place les moyens de production. Mais quand vous prenez l'homme en tant qu'individu, il ne peut pas à lui seul individu être en même temps menuisier, maçon, et architecte, informaticien, électronicien, électricien, mécanicien, non. Donc, l'homme constate qu'il doit se spécialiser en tant qu'individu dans un secteur. Son frère, son cousin, son vis-à-vis, son copain, même son ennemi, va se spécialiser dans un autre, ainsi de suite. Et finalement, nous devons finir par, une fois que chacun a sa spécialité, nous finirons par créer une sorte de contrat entre nous pour qu'il y ait une sorte des échanges. C'est un contrat que nous ne nous asseyons pas pour signer, mais c'est un contrat qui existe de façon implicite, qui ne donne pas son nom, qui ne dit pas, mais c'est un contrat. Comment vous pouvez comprendre, dans un pays où il y a tous les besoins qui sont là, qui ne sont pas satisfaits. Il y en a certains qui sont assis, qui ne trouvent rien à faire. D'autres sont débordés parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils travaillent tout le temps. Parce qu'il y a une mauvaise répartition des choses. La société n'est pas bien organisée. Les leaders ont créé ça exprès pour que les gens soient dans les difficultés, pour qu'ils soient des mendiants. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas, il y a ce qu'on appelle le sous-développement. Ce n'est écrit dans aucun livre pour l'instant, parce que même moi, je suis en train de travailler pour écrire. Le processus de sous-développement consiste
à faire en sorte que les gens ne s'organisent pas, la société ne s'organise pas pour pouvoir produire et subir à ses besoins élémentaires et réfléchir. Si vous mangez à votre faim, que vous dormez dans des conditions correctes, que vous soyez autres là, vous allez commencer à avoir des idées, vous allez commencer à réfléchir. Donc pour vous empêcher, on vous met en situation d'être toujours demandeur, d'être des mendiants. La majorité de nos gens sont des mendiants. Donc quand on vient les voir pour leur dire, tiens ce morceau-là, il faut vendre ton frère pour moi, ils le vendent. Sinon, quel est le montant qu'on peut donner à un Sodinou pour qu'il détruise en 1 minute tout le rêve de tout un peuple? C'est la faim, c'est la mendicité. Mais vous croyez que les mendiants, ce sont ceux qui sont dans les rues, qui vous demandent une pièce et autre là. Ceux-là ne sont pas des mendiants, hein. Ceux-là sont des gens qui sont victimes des grands mendiants qui sont en costume et en cravate. Les grands mendiants qui sont en costume et en cravate, c'est eux qui organisent la pauvreté dans nos sociétés, qui organisent la précarité, l'indigénat pour que nous soyons des indigènes. Parce que quoi? Nous ne sommes que des pauvres. Nous n'avons droit à rien. Est-ce que vous êtes satisfait? Oh ouais, on voit clairement le dénouement qui se profile et que nos hommes politiques actuellement ne sont que des mendiants politiques, des affamés politiques, des insouciants politiques. Et ça s'observe. Souvent, on donne... Quand, je sais pas, j'ai vu un truc sur les réseaux sociaux une fois, un politicien qui a fini sa campagne dans son village. Il venait de se faire élire, je sais pas quoi, et puis on l'a nommé ministre. Et ses parents qui ont rempli les urnes, ont volé pour qu'il devienne ministre, autre là. Il les reçoit et puis il dit, mais toi là, j'aurais bien voulu te nommer mon attaché de cabinet ou mon directeur de cabinet. Mais il le regarde et lui demande, est-ce que tu pourras? Et l'autre répond, oui, je pourrai. Parce que, en fait, il le nommera directeur de cabinet ou chef de cabinet, c'est pas parce que le gars est compétent. Il le nommera directeur de cabinet ou chef de cabinet parce que le gars vient de son village. Il pense que ce type-là, lui, sera beaucoup plus loyal que quelqu'un qui a le niveau requis pour faire le travail. Donc c'est ça le système de la politique en Afrique. Vous mettez les gens dans la situation où c'est des mendiants qui ne font que... Quand vous leur parlez, quand vous leur dites bonjour, ils vont commencer à vous dire, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'argent? Et quand vous lui donnez l'argent, il fera tout ce que vous voulez. C'est ça la base même du système kakistocrate. La kakistocratie, c'est le système qui s'oppose à la méritocratie. La kakistocratie, c'est le système qui s'oppose à l'excellence. C'est la gouvernance par le bas, la médiocrité. On prend les criminels, on les nomme à des postes de responsabilité. Les plus grands voleurs, ceux qui n'ont jamais rien réalisé de leur existence, c'est eux qui ont la charge de venir vous dire, vous qui êtes entrepreneur, vous qui êtes capable de venir amener des milliards d'investissements dans votre pays, vous allez être obligé d'écouter un nulard qui vous convoque parce qu'il est nommé, il a un poste de responsabilité. C'est lui qui vous dicte ce que vous devez faire. Et il a les moyens de vous ruiner, de mettre votre entreprise en morceaux. Aujourd'hui, regarde, la plus grande, on dit la raffinerie de Dangote, elle vend du pétrole aux États-Unis, elle vend du pétrole raffiné un peu partout dans le monde. On aurait pu dire ça du Bénin. On n'a pas besoin d'avoir des gisements de pétrole pour avoir une raffinerie. Vous me mettez dans un trou, je vais vous inventer le concept pour le faire. En 1997, quand je montais mon industrie agro-industrielle, c'est là, comment on appelle, 40 milliards de francs CFA d'investissement, je l'ai fait en 3 semaines. Les gars me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. Et pour moi, c'est comme si je jouais.
En fait, je m'amuse à faire ça. C'est là où un homme qu'on appelle Patrice Talon a entendu parler de moi et s'est dit, mais non, je ne vais pas laisser faire ça. Il m'a regardé en face, il m'a dit, j'admire ton génie. Mais tu sais que des gars comme toi, je n'aime pas les voir. Je dis, mais toi, tu penses que tu es l'enfant unique qui a droit à tout. C'est pourquoi tu crois que personne d'autre n'a le droit de s'exprimer dans ce pays ou d'entreprendre. Quel est ce pays-là? Vous êtes 14 millions de personnes où les seules industries aujourd'hui appartiennent à un seul individu. Et vous avez des gens qui ont l'agrégation, qui ont le doctorat dans tous les domaines possibles. Économie, sciences, philosophie et tout ça là. Ils sont là et ils ne sont pas étonnés de voir que tout le pays appartient à un seul individu. Économie, partis politiques, commerce, tout ce qui existe au Bénin aujourd'hui. En 2016, quand ils étaient en train de vouloir mettre Patrice Talon au pouvoir, regardez la vidéo. Il y a une vidéo qui se promène sur Internet. Ça s'appelle la vidéo qui va faire tomber Patrice Talon. Prenez le titre. Allez-y sur Google, sur YouTube. Vous allez voir ça. J'ai dit au cours de cette sortie-là que si vous votez pour Patrice Talon, vous êtes des esclaves volontaires. Qui parmi vous aujourd'hui, levez la main sur le plateau là, dites-moi que j'ai tort. Si quelqu'un arrive à démontrer que j'ai tort, je lui donne $1000. Ah ben, Oba est capable de démontrer, hein, parce que Oba, c'est l'homme qui démontre tout. Hein. Tu as dit quoi? Évidemment que le sénateur, il ne faut pas l'écouter. Vous êtes mon Oba. Oba, ça veut dire roi. Moi, j'aime les rois. Monsieur Martin Rodriguez. Oui. C'est le russe, hein, c'est le russe qui parle. Poutine est revenu? Bien sûr, je suis là. Oui. Alors, c'est le frère de Poutine. Récemment, vous avez bien écouté le discours de Patrice Talon à l'Assemblée nationale, où il disait plus jamais les incompétents, nostalgiques d'un passé honteux, ne vont plus exercer le pouvoir d'État au Bénin. Et vous nous parlez aujourd'hui de la kakistocratie. Finalement, c'est qui les médiocres? Lorsque le prétendu médiocre accuse d'autres médiocres, finalement, c'est qui les médiocres dans notre pays? C'est un ignorant qui s'ignore. Écoutez, vous vous rappelez quand il a rencontré les jeunes la dernière fois à la présidence? Oui, les jeunes qui ont mangé le bord là. Les tripes de mouton et de bœuf là. Ah bon? Les cerises ont mangé? Oui, on les a servi des tripes de mouton et ils sont contents. Vous vous rappelez qu'il a dit que maintenant qu'il veut construire des écoles techniques? Bien sûr. Alors que ces écoles ont été promises depuis. Dites-moi, si ce n'est pas l'incompétence, c'est quoi ça? Vous savez, 35 ans. La Chine a pris 35 ans pour dépasser les Européens et les Américains. Dans tous les domaines. Quand nous prenons les 35 ans que nous on a fait au Bénin, parce que tout est parti à partir de la fin de la guerre froide. Lorsque George Bush père a lancé le slogan pour dire « Désormais, il y a un nouvel ordre mondial ». Qui connaît cette histoire? Qui parmi vous connaît cette histoire? Personne ne lève la main. Vous voulez que je vous raconte ça? Avec plaisir. Nous sommes en 1990. Et puis, c'était la fin de le mur de Berlin devait s'écrouler. La fin de l'Union soviétique.
Les Américains, à la tête donc de la coalition occidentale, pour eux, c'était un point de départ de quelque chose de nouveau. Parce que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la guerre en 1945, les deux grandes puissances ont fait le bilan de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont analysé les causes de la Deuxième Guerre mondiale. Chacun dans son camp sans se concerter. Parce que c'est ce que font les grandes puissances. C'est ce que font les personnes qui sont cultivées, les personnes qui ont du sens, qui ont le savoir. Quand vous faites quelque chose qui marche ou qui ne marche pas, à un moment donné, vous devez faire le bilan. Les deux blocs qui se sont constitués donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, chacun est parti dans son coin aller analyser 1. Les causes de la guerre. 2. Le déroulement de la guerre. Et 3. Les résultats. Comment la guerre s'est terminée. Quand ils sont arrivés, pratiquement sans se concerter, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Mais il y a un élément ici qui est important par rapport à ce que je tiens à vous expliquer, parce que je ne veux pas vous faire toute une cour d'histoire, mais il y a un élément qui est important ici. La façon dont la guerre s'est achevée avec la victoire des Occidentaux, des alliés, pas seulement des Occidentaux, les alliés, parce qu'il y avait donc les Occidentaux d'un côté et puis il y avait le bloc de l'Est aussi. C'est tous ensemble qui ont réussi à vaincre Hitler. La question est de savoir pourquoi Hitler a échoué. Et la réponse a été, si Hitler a échoué, c'est parce que Hitler a manqué la source énergétique. L'Allemagne n'avait pas eu accès à assez d'énergie, de source, le pétrole. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Hitler à attaquer l'Union soviétique avant l'heure pour aller prendre le contrôle des ressources énergétiques russes. Donc, c'est cette, comment on appelle, ce besoin qui était devenu un besoin crucial pour Hitler, qui l'a poussé à aller commettre l'erreur qui a fini par l'amener à l'échec. Les Occidentaux et le bloc de l'Est, les Orientaux, tous sont arrivés à la même conclusion. Le monde appartient désormais à celui qui contrôle la route du pétrole. Alors, nous étions à la fin de la guerre, quand ils sont arrivés à cette conclusion. Mais le monde était fatigué, après 4 ans de guerre assez violente. Certains étaient pour l'idée d'attaquer immédiatement l'Union soviétique pour mettre fin au régime communiste et en même temps prendre le contrôle des ressources de l'Est. C'est le président Roosevelt qui s'est opposé à cela. Mais les deux camps ont choisi, pendant les 45 ans qui ont duré la guerre froide, les deux camps ont gardé à l'esprit cette idée que le monde appartiendra désormais à celui qui contrôle la route du pétrole. Et la route du pétrole, c'est quoi? C'est le golfe arabo-persique qui avait les plus grandes réserves de pétrole au monde. Quand vous regardez les réserves de pétrole dans le monde, là où il y a le plus de réserves de pétrole au monde, c'est le golfe arabo-persique. Ça veut dire quoi? L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et tout ça, c'est le golfe. En dehors de ça, celui qui a aujourd'hui l'un des plus grands gisements au monde, c'est le Venezuela. C'est un autre chapitre.
Donc, si le monde appartient désormais à celui qui contrôle la route du pétrole, il faut aller prendre le contrôle de cette route du pétrole. Mais face à la puissance soviétique, qui était la plus grande puissance nucléaire du monde, les Occidentaux n'ont pas osé faire ça. Donc, en 1991, lorsque le mur de Berlin s'est écroulé et que le bloc occidental a vu que les blocs de l'Est s'est affaibli, ils ont trouvé que c'était le point, c'était une bonne occasion. C'était une crise, certes, mais c'est une bonne crise. Il faut tout de suite saisir l'occasion pour aller prendre le contrôle de ça. Et c'est par là qu'ils ont déclenché la fameuse guerre du Golfe, qu'on a appelée la première guerre du Golfe, le désert, la tempête du désert. Ils ont attaqué Saddam Hussein, qu'ils ont poussé eux-mêmes à aller attaquer le Koweït, et après se servir de ça pour dire qu'ils veulent rétablir la démocratie au Koweït, pour prendre la décision de faire la guerre. Et c'est au lendemain donc de la première guerre du Golfe que George Bush a annoncé que nous sommes en face d'un nouvel ordre mondial et que désormais le drapeau américain va flotter sur le toit du monde pendant encore au moins 100 ans. Mais là, au moins, il s'est trompé parce que on n'a pas encore atteint 100 ans et en moins de 35 ans, les Chinois, par leur détermination du travail, par leur capacité de réfléchir, de prendre conscience, de se battre pour travailler, pendant que nous, en Afrique, nous sommes spécialisés dans la création des partis politiques. Nous sommes spécialisés dans la poursuite du pouvoir politique, juste pour pouvoir accroître encore plus de la pauvreté. Les Chinois ont mis 35 ans, ils ont rattrapé les Européens et les Américains. Aujourd'hui, le drapeau qui flotte sur le toit du monde pendant 100 ans ne peut pas avoir 100 ans. Après 35 ans aujourd'hui, les Occidentaux sont en train de se battre pour s'en sortir. Ce n'est pas évident pour eux. C'est pour dire quoi? Que nous, les Africains, si nous prenons conscience, aucune puissance ne peut nous égaler. Parce que ce qui fait la puissance, la force, la richesse d'un peuple, d'un pays, ce n'est pas le sous-sol, c'est les hommes. À travers quoi? L'éducation, l'instruction, la formation. Capito? Capiche. Merci beaucoup. Ok. J'allais dire, après la question de Vidasco, si on regarde un peu la tendance dans le pays, aujourd'hui, dans les universités, avant Patrice Talon, les recteurs, les doyens de faculté étaient élus par leur père. Aujourd'hui, il est nomme. Donc, il a pris le contrôle de tous les secteurs du pays. Et même les religieux dont tu parlais tantôt, peut-être il va finir par nommer les pasteurs à la tête des églises. Parce qu'aujourd'hui, on a l'église catholique qui a encore le pouvoir, la capacité de prendre la parole, de dire ce qui ne va pas dans le pays. Mais s'il voit que l'église catholique gêne un peu trop, il risque d'aller jusque là, il va commencer par imposer les chefs à la tête de nos églises. Parce que quand on entre dans un régime totalitaire où aucun droit n'est permis, on peut arriver à ce point de bascule là aussi. On va même Patrice Talon va nommer désormais les maris des femmes. Parce que vous avez votre femme, mais si vous n'avez pas nommé, vous ne pouvez pas la toucher. Si vous la touchez, vous allez à la criette. Mais ça, c'est déjà une loi qui est déjà sur la table, non? Je sais pas. Où la femme peut tout faire. Enfin, on essaie de crédibiliser encore beaucoup plus. On infantilise la femme, pensant qu'on donne du pouvoir à la femme. Okay. En tout cas, nous avons des problèmes à régler au Bénin. D'accord. Donc, les amis, l'objectif, c'est 1 million de tapotages. Il nous manque encore des tapotages. Si tous ceux qui sont là, les 1000 personnes qui sont en direct, si vous voulez, vous pouvez tapoter un peu plus pour qu'on atteigne 1 million. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui ont fait des cadeaux tout au long du live jusqu'à présent.
On a Pro Black qui n'a pas encore pris la parole, donc je vais le laisser faire un commentaire ou bien poser une question. Oui, merci, le frère Jules. Et merci beaucoup pour le travail abattu. Et merci au grand frère et au président pour sa disponibilité et pour nous édifier. Et surtout, merci pour cette partie parce que tout à l'heure, quand je faisais mon live, j'ai fait 2 lives qui portaient sur les prérogatives de l'État du Bénin. Et quand je faisais ce live sur ces prérogatives, j'insistais sur l'éducation, les formations, les centres de formation. Comment l'État aujourd'hui ne connaît pas ce qu'on appelle les priorités de sa population. C'est le système ministériel que nous allons manger, sachant que le panier de la ménagère est dégradé à ce niveau. C'est, comment appelle-t-on? C'est moi qui ai construit ce centrale, à la Gleta ou bien quoi? Il y a une centrale abandonnée que l'autre a mis en place et que lui vient. Maria Gleta. Maria Gleta. Et de l'autre côté, on voit l'Assemblée nationale, malgré les experts, les milliards engloutis, les experts ont dit c'est possible de pouvoir avancer sur ce chantier, mais il a ordonné à ce qu'on écrase totalement pour en créer encore un autre. En fait, l'administration, quand est-ce que dans notre pays, l'administration serait une continuité? Point d'interrogation. Et puisque c'est un problème réel d'éducation, de culte de personnalité, quand on va sortir de ce culte de personnalité, je pense quand même que le système, quand Talon venait au pouvoir, il disait quoi? Que le pouvoir du chef de l'État est trop puissant, qu'il vient corriger, qu'il vient faire ci. Depuis qu'il est arrivé là, qu'est-ce que nous observons? Répondez, qu'est-ce que nous observons depuis son arrivée? Donc, à un moment donné, la jeunesse que nous représentons, nous devons prendre nos responsabilités et recentrer vraiment le débat. Mais pour que nous puissions faire cela, il faut que nous soyons éduqués véritablement. On a besoin d'éducation. On a besoin d'instruction. On a besoin de formation. En plus de notre prérogative de manger et de nous loger, tout de suite, c'est de ça que nous avons besoin. Et non des cités ministérielles pour faire du brim-brim, pour inviter les copains qu'il a défendus par rapport à l'esclavage, pour dire non, c'est qui a étalé à la face du monde cet art. Je se rappelle, et le russe, on s'offusquait de cette sortie-là. On a dit, si on était dans un pays sérieux, ou si on continue sérieux véritablement, il serait lynché à la place publique par rapport à ce discours. Mais bon, les Béninois que nous sommes ou les Africains que nous représentons aujourd'hui, on nous a toujours quasiment formés pour faire ce qu'on appelle culte de personnalité. Ah, il a d'argent, il est ci, et donc du coup, ce que lui dit est beaucoup plus crédible que ce que qui que ce soit d'autre pourra dire. Ou peu importe les réflexions que nous pouvons avoir. À quand le changement de ce système? À quand la chute de ce système? Et ce n'est pas en lançant, je pense, en lançant des mouvements isolés, des actions isolées, que nous allons réussir véritablement à mettre la résistance en marche. À quelque chose de malheur, bon. Merci à Sodinou, c'est le moment parfait pour que la résistance soit une réalité, que ce soit sur le territoire ou même à l'extérieur du territoire. Donc, merci au président Rodriguez pour son apport. Merci d'être disponible pour nous édifier encore et encore. Et merci pour le souffle, pour l'accompagnement qu'il donne à cette jeunesse que nous représentons. Merci beaucoup.
Bien africain. Ta motion, c'est par rapport à pro-black, c'est ça? Non. J'ai deux séries de questions que je voudrais poser. Monsieur Jassou. Oui, monsieur Rodriguez, oui. Je suis prêt à mettre ma caméra maintenant si vous voulez. Mais il y a un monsieur que je vois, un monsieur qui insiste pour dire qu'il n'est pas d'accord avec moi. Il voulait monter pour me poser des questions. Il faut le faire monter. Moi, j'aime les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Ok, je vais essayer de... Il y a une place qui est libre. Je vais voir s'il peut monter. Je ne sais pas... C'est qui est ce monsieur? Mais les gens qui disent ça souvent, c'est pour se faire remarquer monter. Non, Vous allez voir il n'a qu'à mettre sa caméra, je vais mettre ma caméra, je vais le voir. Il ne faut pas qu'il se cache derrière. Il n'a pas assez d'abonnés. Il a 124 abonnés. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui... C'est des faux comptes, monsieur. C'est des faux comptes. C'est des faux comptes. On n'a pas le temps. C'est des faux comptes, ils sont là pour nous distraire. On sait qu'il y a question qui n'a pas bonne question ici.